Salut à tous, c'est David de ProSon Live. Alors aujourd'hui je reçois Adrien Roy. Salut Adrien. Salut David. Petit rappel comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, vous cliquez sur le bouton ici en bas à droite. Et Adrien va nous dire qui il est, il va se présenter. Je m'appelle Adrien, je suis technicien son depuis plusieurs années maintenant. Presque 20 ans. Wow. Le temps passe vite. Ouais, ça fait un peu mal de temps en temps d'y repenser, tu vois que tu avances dans le temps. Ouais. Et donc voilà, je fais essentiellement de la musique live, des concerts, et beaucoup d'événementiels, de conférences, de salons, d'expositions, des trucs comme ça. D'accord. Et là, t'as toujours été fort dans le concert, et donc tout ce qui est événementiel et tout, je veux dire, c'est plus un gagne-pain, c'est plus des... Ouais, quoique, c'est vrai que tout ce qui est petites conférences et tout ça, c'est pas nécessairement le plus intéressant, mais au fur et à mesure, avec le temps, on apprend quand même beaucoup de choses sur ce genre d'événements. Mais c'est vrai que maintenant, ce qui est attractif dans les événements, c'est plutôt les gros événements où il y a du défi technique. D'accord. Où on va faire mettre beaucoup de consoles en réseau, aller chercher, il va avoir beaucoup de sources qui sont pas des sources musicales, mais il y aura toujours un peu de musique dans un événement, mais ouais, d'aller chercher beaucoup de micros, d'aller chercher des zones, de faire des envois pour des streamings, de faire des envois pour des conférences vidéo, pour qu'on appelle des phoneurs, des choses comme ça. Ouais, tu vas parler de grosses configs, entre autres en Dante, où vraiment vous reliez différentes consoles avec... Ouais, c'est vraiment l'avantage. On pouvait déjà le faire en analogique, mais c'était beaucoup de cuivre à tirer. Ouais. Que maintenant, on met des câbles réseau ou des fibres optiques dans tous les sens et on peut vite faire, en utilisant tous le même protocole, faire parler beaucoup de machines ensemble. D'accord. Et au niveau des groupes avec qui tu as pu travailler? Ça dépend. Si au niveau façade, j'ai plutôt fait des trucs de musique alternative. Au début de carrière, j'ai mixé beaucoup des groupes de la musique que j'écoutais à ce moment-là. Donc, j'ai travaillé avec des groupes de ska punk et des groupes de punk rock. J'ai notamment travaillé avec un groupe de punk rock qui a vraiment bien marché en Belgique, enfin un groupe belge qui a bien marché en Europe et qui s'appelait Neroshing. C'était vraiment une chouette époque. Ouais. Le premier groupe avec lequel je suis parti en tournée d'ailleurs, à l'étranger, voir des dates. Et vraiment dans cet esprit. On saute dans la camionnette, on tourne avec le backline et bien rock, bien route. Et après j'ai aussi découvert que c'était gai de faire les retours. Donc, j'ai vraiment bien apprécié ça, le contact avec les musiciens, leur fournir ce qu'ils demandent, de gérer les différentes demandes et tout ça. Et là, le premier groupe avec lequel j'ai commencé à faire des retours, à suivre le groupe, c'est Stéréogramme, qui est un groupe de pop rock belge avec... écossais aussi, parce qu'il y a un musicien qui est écossais dans le groupe. Et c'était une chouette expérience. Et puis de là, je suis aussi fort ami avec d'autres techniciens, donc on travaille souvent ensemble. Donc j'ai un pote qui m'a branché pour faire les retours de Girls in Hawaii. Ce même pote m'a aussi branché sur Rokia Traoré. Et donc ça c'est un trop petit exemple de groupes avec lesquels j'ai fait les retours. Il y en a d'autres. Mais ça c'était des projets intéressants, Stéréogramme parce que c'était le premier avec lequel je faisais vraiment que faire des retours pour un groupe et suivre le groupe. Et puis Girls parce que c'est quand même un groupe qui a sa petite notoriété en Belgique, en France, et qui fait des... Après c'est subjectif parce que je suis dedans. Ça devient des amis avec le temps. Parce que je suis dedans et que tu t'entends bien avec les gens, mais il faut quand même des chouettes concerts et c'est agréable de travailler dessus. C'était des chouettes conditions et une chouette aventure humaine aussi. Et on a souvent demandé aux gens leur système, enfin j'ai souvent demandé aux invités leur système son favori. Du coup que tu as beaucoup fait les retours, si on pouvait donner ton retour favori, ta boîte favorite quoi. J'aime beaucoup les M4 de chez DNB, ouais. Et les M2, mais les M2 on en voit moins souvent parce qu'il y a une question de prix et ça pèse ça pèse son poids. Ça pèse un âne mort. Ouais. Et voilà. Mais le M4 c'est vraiment super, surtout en bi-amplifié, ouais. actif, ça marche super bien. Après toutes les retours de la même gamme, ça fonctionne. Les 115 de chez l'Acoustique, c'est quand même aussi un super retour. Les nouvelles versions qu'ils ont sorties,
Wedge aussi, ça sonne très très bien, c'est ultra léger, on prend un dans chaque main, tu traverses le plateau pour les déposer, c'est vraiment cool. Et il y avait par contre, pas souvent de ce qu'on aime bien, mais ce qu'on déteste aussi, et je déteste le LE400. Ah oui. Le Martin Audio LE400 qui a été une référence pendant des années, qui envoie un niveau sonore exagéré, mais qui est dégueulasse et qui est vraiment pas gai à utiliser. Et Martin Audio a ressorti une série LE plus récente, je ne sais plus exactement si c'est 1200, 1400, enfin des nouveaux LE. Et ceux-là, ils marchent plutôt bien. Ça, il faut le dire, il faut le laisser. Moi, j'aimais pas du tout le LE400, mais leur nouveau, ils sonnent bien. En fait, moi j'ai le souvenir, comparé à DMB par exemple, j'ai le souvenir vraiment d'un wedge en carton où il n'y avait pas de pêche du tout dans le Ouais, après c'est quand même même avec le Max, qui est aussi un super wedge, qui est vraiment cool, qui était avant les M. Comment dire, on est déjà plus sur la même génération de wedge entre un LE400 et un Max, quoi. Ouais. Tu vois, si tu prends des wedges de la génération des LE400, on peut plutôt parler de PS15, de Turbo Sound, je sais plus, ils avaient deux modèles aussi, un avec deux 12 pouces sur l'extérieur et une trombe. Moi j'ai beaucoup bossé au Botta, et ils avaient encore, quand j'ai commencé à bosser au Botta, c'était des Soundcraft SM12, les consoles, et dans une des deux salles, c'était ces wedges-là, les Turbo Sound. 212, quelque chose, STFM ou je sais pas. Plus la référence exacte. Et ça, c'était quand même encore un wedge qui était assez cool à utiliser, surtout dans une petite salle qui avait une chouette acoustique, ça marchait assez bien. Je les ai utilisés que là, mais peut-être une fois en tournée, être tombé dessus, mais plus vraiment Console? Si t'avais une console retour fétiche, quoi G, quoi. Ah oui. N'importe laquelle, à part la SD11, mais c'est juste une question du nombre de faders. Et encore, quand tu prends la version SD11i, tu peux faire plein de choses. Ou si tu prépares une tournée, et du coup ta session est vraiment, vraiment bien préparée et que tu n'as pas besoin de trop de faders, ça le fait. Mais sinon, de la SD9 à toute la suite, on change. SD10, c'est vraiment très 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 agréable à travailler, mais souvent pour les questions de tournée et tout ça, moi j'ai souvent eu sur les projets que je préparais pris une SD9 pour une question de place. Et de toute façon, je sais quand même faire énormément de choses avec, mais c'est clair que sur SD10 et les deux autres plus grosses, SD7 et SD5, à partir de la SD10, tu passes avec un truc pour les macros, enfin plus de macros. Plus de possibilités, et ça c'est très agréable aussi, plus de faders, un plus gros bac, plus d'écran. Comme je te sens bien lancé dans les petites histoires, ta meilleure expérience de tournée? Il y en a, c'est vraiment difficile à dire comme ça, si on parle de niveau technique, et je pense qu'il y a quand même des trucs, des bons gros kits analogiques en festival avec un groupe que tu as l'habitude de tourner, une H3000 ou bien avec juste ce qu'il faut d'outboard à côté, c'est quand même très agréable à travailler, surtout dans la vitesse et puis dans la sonorité du truc. Ça, je me souviens de dates de concert justement avec Girls, Paléo, je sais pas dire en quelle année, où c'était vraiment aussi un gros kit analogique, des bons retours, et le truc, t'arrives, t'envoies directement le truc dedans. Et tu sens que ça sonne, quoi, ça c'est cool. Et ta pire expérience? Mais au niveau retour ou à tout niveau, moins bon catering, le camion qui démarre plus, tu vois. Il y en a tellement des anecdotes, des trucs. Mais je pense que c'est en même temps une des meilleures et une des pires. C'est un job que j'avais fait pour ta société justement. Et mais pourquoi des pires jobs? Ils sont toujours chez moi. Non, parce que je pourrais t'en citer des pires qui sont vraiment horribles dans d'autres sociétés pour qui j'ai comparé. Mais c'est parce que là, l'expérience est assez cool, parce que t'as un côté vraiment où c'était top, et un côté c'était compliqué. Et tu avais un client qui faisait un festival du côté de Ans-sur-Lesse, un truc très punk, très hardcore et tout ça. Et le client était, il faut le dire, complètement foireux. Et c'était assez compliqué au niveau logistique. Là, au niveau logistique, c'était vraiment, vraiment compliqué. Surtout la deuxième année où tu étais sur le job et tout ça. Il y avait plusieurs scènes, enfin il y avait 3 ou 4 scènes, je sais plus. Mais la première année, les horaires étaient insupportables.
vraiment avec logement à l'auberge de jeunesse, donc quand tu tapes une journée de 18 heures et qu'après tu dois encore aller supporter ou faire supporter tes ronflements aux hôtels de l'équipe, on sait qu'on va tous pas dormir, ça c'est pas cool, mais ça durait 2 jours, il y avait plus de 30 groupes en 2 jours sur la scène sur laquelle on bossait, là je faisais la façade, et il y avait 2 groupes. Moi je m'étais dit, bon, tu fais de la face en festival, tu vas mixer les 2 premiers groupes de chaque jour et puis tu vas faire de l'accueil. Et là ça a été l'inverse, ça a été les 2 premiers groupes du festival avaient un mixeur et les 24 suivants n'en avaient pas. Et donc je me suis retrouvé à enchaîner, donc en plus de ça, retourner à l'auberge de jeunesse, crever mort, partager la chambre, les oreilles comme des choux-fleurs parce que t'as mixé toute la journée donc t'as jamais pu mettre tes bouchons pour te reposer un petit peu. T'étais vraiment crevé. Mais sur 2 jours, je pense que j'ai dû mixer au moins 8 groupes que j'écoute depuis que j'ai 14 ans, quoi. Excellent. Et des grosses têtes d'affiche de ce style de musique où tu te fais. Jamais quand j'ai commencé, après c'est des trucs complètement obscurs pour certains, mais jamais je me serais dit, ah tiens, tu vas mixer The Exploited en festival, quoi. Pas nécessairement le groupe que j'écoutais le plus, mais qui en faisait partie. Et dans les expériences comme ça, il y en a des super cool, genre mon pote Brieux, que tu connais sûrement, qui mixe beaucoup de trucs de ska et de reggae, et même un label dans le milieu. Il m'a un jour appelé, il s'est retrouvé à bosser avec les Slackers, qui est un groupe qui, à mon avis, doit être dans ses groupes préférés, et qui doit être dans les miens aussi. Un jour, il m'appelle, il dit écoute, t'as pas envie de me remplacer sur la tournée des Slackers. Et quand t'as 26 ans, tu te dis putain, en fait, la première fois que tu te retrouves derrière la console et que tu fais, t'as envie de chanter avec le public, parce que tu connais toutes les chansons, tu les écoutes depuis toujours, et ça devient une évidence de mixer des trucs, surtout que c'est un groupe qui joue une version un mini patch, ça joue super bien, c'est vraiment des très bons musiciens, tout le truc, ça sonne dès le premier soir, alors que tu l'as jamais fait, et tu connais tous les morceaux qu'ils jouent, et donc t'es vraiment, vraiment bien dedans. Au Botage, j'ai eu la chance de mixer les Scatalites, qui est aussi un groupe que j'ai écouté depuis que j'étais super jeune. Donc Bota, qui est le botanique à Bruxelles, qui est vraiment... Enfin, on aime pas, on aime la programmation ou pas, mais qui est une des références de grandes salles à Bruxelles, je veux dire, ou de salles où du moins tout le monde a joué. Beaucoup de groupes y sont passés. Tout le monde est passé par là, quoi. Et là, ça c'est des expériences qui sont assez uniques, et quand tu redescends dans ta bagnole en rentrant chez toi, tu te fais quand même, je viens de faire ça. Si quand j'étais gamin et que j'allais voir des concerts, le fait d'aller voir des concerts, c'est souvent ce qui te donne envie de faire ce métier, et que tu te dis, ok, j'ai eu ce parcours-là, je me retrouve à faire ça, c'est quand même assez gratifiant. Et super agréable parce que t'as un peu, façon de parler, la musique que t'aimes entre les mains. Génial. C'est mon exemple de... J'ai toujours été très musique, funk, etc. Et donc j'ai travaillé avec un musicien de Maceo Parker, James Brown et compagnie. Et puis finalement, je me retrouve à mixer Maceo Parker. J'avais 32 ans. Et alors c'est un peu le moment où tu dis, ça y est, c'est moi qui fais le son. J'étais en tournée, c'était une date où il n'y avait pas de mixeur, etc. Mais c'est, voilà, effectivement, comme tu dis, le lendemain, j'aurais pu arrêter, ce que j'ai pas fait. Et j'allais dire, la raison de ton appel. Donc pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est qu'Adrien on est toujours en plein Covid, malheureusement. Mais Adrien m'a appelé pour un événement assez rare qui s'appelle un concert en pleine période Covid. Et donc un concert qu'on va faire demain dans un contexte particulier, dans une école. Donc les écoles sont ouvertes pour le moment. Et donc pour un groupe un peu des musiciens qui font un peu partie de Girls in Hawaii en partie, etc. Il y a 4 gars qui sont tous parents en fait, justement. Enfin non pas le batteur, mais il y en a 3, ils sont tous des enfants et tout ça. Et là ils ont un spectacle qui s'appelle Comet et ils font un concert pour les gamins. Donc en fait c'est la seule vraie différence avec un concert pour les adultes, c'est le volume auquel on va mixer le concert qui est beaucoup plus bas, ou sinon c'est la même chose. Il y a du live de concert, il y a des instruments sur scène, et surtout ils jouent, c'est beaucoup de reprises, mais ils jouent des trucs de la musique sans aller dans la chanson enfantine. C'est des morceaux. Quand c'est des représentations tout public, ça plaît autant aux parents qu'aux enfants, et même quand c'est des représentations scolaires, ça plaît aussi aux profs. Et donc, par rapport à ce concert qu'on a demain, Adrien m'a demandé
de venir préparer sa console, c'est-à-dire de faire en sorte que tout soit prêt pour le lendemain. Et comme on est sur une console numérique, donc demain il va utiliser la Yamaha QL5 qu'il a choisie pour ce concert. Et donc Adrien est venu à l'entrepôt, où il fait froid, d'où on est habillé en circonstance. Il est venu pour préparer justement sa console, et c'est ça qu'on va développer ensemble. Vous allez vraiment rentrer dans les techniques de son, les techniques de mixage, toutes les petites astuces qu'utilise Adrien en concert, et donc on va voir ça ensemble. Donc préparation de la console pour le groupe Comet. Hein. Ouais, c'est ça, donc on va commencer par rentrer le patch, ça va prendre une plombe. On pourrait le faire avec connecter l'ordi pour que ça aille plus vite, mais on va montrer en travaillant qu'avec la console. Une batterie facile en 4 lignes pour pas s'embêter. T'as une kick snare et 2 overheads en fait. Ouais, exactement. Ouais. Un SPD. Donc SPD qui est un Roland, un pad. Hein. Ouais, c'est ça, qui permet soit de jouer des sons enregistrés, soit de lancer des bandes ou de... Enfin, ça permet de faire plein de trucs. Hein. Ouais, soit t'envoies un son distinct, enfin un son one shot, poum, soit ça, tu lances un loop qui va tourner tout le morceau, quoi. Exactement. Une basse, juste une DI. Et donc ici, tu as relié ton Mac en Dante à la console de façon à préparer ta session. Disons, c'est un concert que vous aviez fait précédemment, j'imagine. Ouais. Que tu avais enregistré en multipiste. Et donc, tu relis ce multipiste dans l'autre sens, dans la console, en vue de préparer ton concert. Ce qui est plus simple que d'appeler tous les musiciens à devenir... c'est ça, surtout que demain, c'est très très court au niveau timing. Et donc on va essayer d'aller... que quand ils arrivent, tout soit prêt pour directement pas faire une balance complète, mais juste vérifier que tout le monde a ce qu'il faut dans les retours, que ça passe dans le pied correctement, et de gagner un maximum de temps. Tu vas déjà faire tes réglages de retour ici ? Ouais. Et donc demain, j'imagine, tu commences avec tes gains pour pas ouvrir tout d'un coup et te prendre... Demain, donc ici, là on est sur le Dante, donc il n'y a pas de préamp derrière puisque c'est la DVS. Mais donc ouais, demain on aura les préamps, mais je veux dire, tous mes faders seront au bon niveau. Et vu que là ça a été enregistré aussi dans une Yamaha, les gains ont été... le niveau qui sort de la DVS... Ouais. Ça va être ce que moi je devrais avoir dans la console. Donc si je sais que mon kick il module à moins 12, ouais. Je sais qu'avec mon gain 0 il modulera jamais à moins l'infini. Il modulera pas à moins 12, donc je vais juste mettre mon fader à 0 et augmenter mon gain pour avoir le niveau que j'ai besoin dans la salle à ce moment-là. C'est ça. Okay. Bon, alors tout ça, ça peut aussi se faire en avance pour encore plus gagner du temps, ou alors faire avec le CL ou le QL Editor en fonction de la console qu'on a, et dans ce cas-là de faire ça au clavier sans devoir appuyer sur plein de boutons. Ouais. Bon, là on a déjà un pas de l'entrée, c'est pas mal, enfin de ce qui rentre dans la console. Au moins on a des micros, des DI, et ça va. Donc pour ça aussi on a besoin, donc on sait le kit qu'on va avoir, puisqu'il vient d'ici, et on va donc, on sait qu'on a 2 subs et 2 tops pour le pied. Ce qu'on peut faire, c'est séparer, faire une matrice pour le sub ou un aux, ça dépend des préférences de chacun, ou faire un truc full range. Moi j'aime bien toujours avoir un contrôle du sub. Surtout que là on est sur un truc pour enfants, on doit garder un volume super faible, donc il faut vraiment pouvoir maîtriser le plus possible de paramètres de ce qu'on envoie pour continuer à avoir un mix propre. Donc ouais, on était à des entrées, des sorties. Donc des sorties, on va aller déjà les nommer. Bon, donc on a besoin de 4 circuits de retour. Ils sont 4 sur scène, Ils sont 4 sur scène, oui. Et ça, on fait classique, hein. Pierre-Paul Jacques. C'est ça.
en visuel, la ligne de devant en premier. Ouais, là, par exemple, tu vois, généralement, c'est vrai qu'on a toujours, tu vois, ce truc de faire, pour être facile pour patcher, pour mixer, quand tu fais de l'accueil, quoi que ce soit, tu fais toujours des trucs, tu vois, on va toujours de jardin à court, en commençant par la ligne de devant, et puis on fait la ligne de derrière, Ouais. que ce soit pour câbler des voies, ou quand tu as une section de cuivre, ou des circuits de retour, tu as toujours sur un truc assez logique, on suit, tu vois, une boucle, ou Ouais. un truc où visuellement ça va en entrée ou en sortie. Et là, il y a un truc que je fais, mais c'est ce qui pourrait être une incohérence quand tu parles de ça, c'est au niveau des voix. Ouais. Tu vois, je mets la voix du batteur avant la dernière voix, où normalement je les aurais inversées, comme j'ai fait sur les retours, tu vois, où ça suit vraiment la ligne de devant, et puis la batterie derrière, comme on a toujours fait. Et pour des conforts de mix, et aussi parce que visuellement, la batterie sur ce projet se retrouve un peu décalée au milieu, Ouais. bah, j'ai juste mis la voix du batteur avant qui correspond, enfin, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, qui est pas... Ouais, donc ta voix batteur, là, dans ton patch, elle est visuelle, quoi. Elle est visuelle, Ouais. alors que pour les circuits de retour, bah, elle est vraiment par la ligne de devant et la batterie derrière, comme on a toujours fait, tu vois, quand on mixait des concerts sur des petits kits avec, à l'époque, dans le matériel que toi tu avais, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé ensemble, une GL 2400, où tu avais 4 auxiliaires que tu mettais en pré, parce que tu pouvais juste choisir ceux-là, ils sont pré-post. Ces 4 là, c'était 4 circuits de retour. Et puis les 2 derniers 5 et 6 que tu mettais pour tes effets, tu faisais toujours 1, 2, 3, les 3 circuits de devant, et 4, la batterie. Ouais, tout à fait. Et d'autant plus, je pense que ça, c'est une logique qui est restée aussi. C'est ça. Et alors aussi, d'autant plus qu'on on savait pas toujours ce qu'il y avait. Donc même si on faisait 6 circuits de retour, on faisait 1, 2, 3, 4 devant et 5, 6, 7, 8 à l'arrière. Enfin, l'avant visuel, l'arrière visuel. Quoi. Et un stéréo qui est déjà... on va pas s'attarder sur le patch de sortie du Dante et tout, parce que là on utilise juste le multipiste pour rentrer dans la console, pour avoir de l'audio, et on a pris une sortie pour le petit haut-parleur. Mais donc voilà, on va pas s'attarder sur le patch, surtout que demain on fera avoir un TIO en plus, donc on va devoir patcher les TIO dans la console du Dante, de savoir ce qu'on sort. Mais si on avait déjà patché ça comme nécessaire et que c'était câblé vers nos amplis, là on pourrait y aller, quoi. Après, on a quand même une console numérique qui nous permet de faire plein de choses et on n'en utilise pas énormément de paramètres. Et on pourrait se dire que justement, vu qu'on essaie d'avoir un mix le plus clean possible et d'avoir les faire chercher ici, on va quand même aller chercher 2-3 trucs en plus. Donc on va rajouter des sous-groupes. On avait parlé de matrice juste avant pour le sub, on va peut-être faire ça aussi. Le bus hop. Et donc la matrix 1-2, on va la garder, on va en faire une stéréo pour envoyer le gauche-droite dedans. Et 2 mono pour en utiliser un mono pour le sub. Donc j'en reviens sur nos sorties, on a nos matrices 1 ici. On peut les nommer. PA left, PA right, donc PA qui est le public address en anglais. Donc il a la face principale, on va dire. PA left, PA right, et le sub, donc un envoi mono. Et donc là, pour pas avoir de blague, directement, on prend son gauche-droite et on envoie dans le gauche-droite, enfin dans le PA left et le PA right, comme ça, au moins on est sûr d'avoir du son directement. Et on envoie le gauche-droite dans le sub aussi, et bien faire envoyer les 2 côtés dedans pour faire une sommation mono. Donc là en fait on pourrait y aller directement comme ça, mais bon, on va un peu en rajouter. Donc setup plus setup, on va se rajouter des sous-groupes, donc on va sur les mix, donc les 1, 2, 3, 4 on les garde comme ils sont, et on va transformer ici les mix 5, 6, 7, 8 et 9, 10 en groupe stéréo.
Et après les suivants, on les garde en mix auxiliaires normaux pour faire des effets. Donc, on a nos sous-groupes, on va les nommer histoire de ne pas se perdre dans la console. Alors ici, on va faire 2 compressions différentes pour la batterie. Une légère, avec mes gros doigts, voilà. Et une bien compressée. Et on va aussi faire un sous-groupe pour les voix. Ah, il va bien linker, on a des stéréos et des monos. D'accord. Ok, donc on a besoin d'effets aussi, donc on va continuer à utiliser. Donc ici, moi j'utilise 5 effets, donc on va garder le mix 11, on ne l'utilisera pas. On va garder bien séparer les retours et puis ce qu'on utilise pour mixer. Le 11 on l'utilisera pas, comme ça serait logique, ça suit. Alors ici, mix 12. On va mettre une room pour la batterie, même s'il n'y a pas beaucoup de channels. On va quand même séparer l'effet qu'on utilise pour la batterie, du coup, où j'envoie quand même la caisse claire dedans, mais j'envoie en plus la caisse claire dans un autre. Une plate, donc une room pour la batterie, une plate, ça marche toujours bien. Et puis on a besoin d'un peu d'effet pour les voix, et là on a besoin d'une reverb. Ça de manière plus claire. Et là on utilise soit, ça dépend des jours, parfois j'aime bien utiliser une plate, parfois j'aime bien utiliser une hall. Mais là on va mettre une hall, tiens. Enfin, quoi qu'on changera peut-être ça demain en fonction de la salle et de comment son acoustique réagit, parce que c'est quand même une salle dans une école. Un délai et un chorus. On va mettre le chorus avant, parce que aussi question d'habitude de mix prise sur les consoles analogiques. Je sais mettre le délai en dernier. C'est toujours pratique de l'avoir plus proche des faders. Alors ici ça change rien, mais c'est une habitude prise. Et alors je reviens là-dessus, pourquoi tu avais laissé le mix 11 parce que j'ai pas besoin du mix 11. D'accord. Et comme ça sépare, tu vois, visuellement dans ce que tu as dans ton rack quand tu utilises, tu le vois ici sur le côté, si on choisit un channel. Tu verras que le mix 11 ici, il est pas, il n'y a rien dedans, quoi. Il n'est pas annoté, il est pas. C'est ça. On sait que. Ouais, ça reste pas, clean. Ça reste clean. C'est plus visuel. Tu vois ce que tu fais, tu vois où tu vas. Ouais, et tu utilises le bloc de fin, disons vraiment. Et non, voilà, c'est que des faits, quoi. Ouais. Et moi j'aime bien avoir des consoles qui sont vraiment. Là on l'a pas fait pour partir de base, mais vu qu'il y a déjà beaucoup de choses dans un initial data sur une Yamaha, il y a déjà beaucoup de choses assignées sur du Dante, sur des inputs et des trucs comme ça. Dans mes clés USB, je dois certainement avoir, j'ai sur mes clés USB une mémoire pour QL ou pour CL, ou même pour d'autres consoles, d'autres marques, vide, avec aucun patch assigné, avec aucun nom, même pas les channels 1 ou quoi que ce soit, c'est blanc partout. Et ça te permet vraiment de construire ta session en partant du vrai zéro et de construire un truc. Ici on va le faire par exemple, on n'utilise pas le mix 11, on le vire, l'écran va être blanc, quoi. Ouais. C'est d'autant plus vrai que d'expérience, c'est une bonne idée forcément d'avoir des presets vides sur ces clés USB, parce que d'expérience, si tu es mal accueilli dans une salle avec une tech qui connaît mal sa console, tu commences sur la console qui est mal pré-réglée et tu peux te retrouver avec des grosses surprises, des aux qui sont ouverts, qui sont fermés, qui sont envoyés, et donc on aime toujours bien revenir à l'initial data. Ouais. Et alors il faut savoir un truc. Ouais. En tout cas, à l'époque sur la M7CL, c'était le cas, et sur la LS9 aussi. Vu que je pars maintenant, justement pour des blagues comme ça, tout le temps de quelque chose de vide. Sur les output ports, tu pouvais mettre un délai. Ici. Ouais.
quand tu faisais un initial data, ça resetait pas les délais qui étaient faits sur les sorties. D'accord. Ce qui est assez intéressant au final, parce que quand tu changes de scène, imagine, bah, tu fais t'as délayé tes subs, t'as délayé tes subs, enfin t'as utilisé, à la place d'utiliser t'as pas le budget pour avoir un processeur qui gère que ton PIE, et tu fais les délais et une partie de ton processing de ton PIE dans ta console via les matrices. Bah, si quelqu'un vient avec sa clé et ou qu'on t'enregistre plusieurs mémoires, si tu as changé ton sub parce que tu t'es rendu compte pendant, enfin tu as été un peu à la bourre le matin, tu as vite calé ton sub, ça sonne bien et tout ça, et puis tu accueilles un gars, son mix est correct et tout va bien, et ainsi de suite au fur et à mesure des soundchecks, et puis tu te rends compte que bah il y en a un qui va tourner 1 milliseconde et paf, le sub va se découvrir. Bon, c'est pas très cool pour tous les mecs qui ont fait leur balance, qui au final vont se retrouver avec un sub qui va mieux et qui vont être un peu surpris du niveau, mais ton pied sera plus efficace. Bah, du coup, quand tu changes de scène, après si c'est toi qui utilises, par exemple que tu fais un spectacle et que tu enregistres chanson par chanson ou scène par scène, enfin tous des trucs comme ça et que tu changes, bah c'est quand même, et que t'as pas fait de recall safe, c'est quand même bien que ce truc là soit reste tout le temps. Mais ça peut être une blague que tu démarres une console, à la va-vite, t'es dans le rush comme ça arrive assez régulièrement, t'ouvres ton truc et puis t'as pas du tout de sub alors que ils sont alignés correctement. Enfin tu vois, tu te dis il devrait y avoir 1 milliseconde de délai, ça devrait aller, et puis t'ouvres cette page là où tu vas venir régler ton truc et tu te rends compte que t'as 15 millisecondes de délai sur ton sub. Ça posera un problème quoi. Ou la console a servi hier en conférence, il y avait un super délai sur une des sorties. Ils ont géré ça pour régler le leaping avec le cadre et la vidéo. T'as délayé ta sortie. Ça peut arriver quoi. Donc là, on continue à aller un peu plus loin dans la console. Donc on a mis des effets. Ça serait peut-être bien de se dire qu'on a ces effets. Donc ici dans le rack, on sait que ça revient d'office sur ceux-là. On va leur donner un nom. Donc ça c'était la room de la batterie. Voilà, on a des retours d'effets. Les nouveaux, dans un souci d'être clean, on va enlever tout ce qui sert à rien. Voilà. Ah bah du coup on est sur cette page là, et sur cette page là on voit qu'on a aussi les DCA. Des DCA qui permettent de contrôler le niveau de fader. Je fais une petite parenthèse, en fait, ce que j'ai jamais utilisé, c'est le fait de splitter tes écritures en fait sur les deux canaux. Donc effectivement, drum room, snare plate, le chorus, et donc c'est assez sympa, je trouve, d'écrire le nom sur les deux. Mais on est bien sur un retour. Ben voilà, la preuve. On est bien sur un retour stéréo, quoi. Et après, c'est un avantage. Ici, c'est un petit patch, on a pas mal de place dans la console et ça reste visuel d'avoir les deux devant soi. Mais c'est bien aussi lié d'avoir qu'un seul fader et de pas avoir l'autre qui bouge à côté. Et dans ce cas-là, c'est moins pratique, quoi. C'est ça. Okay. Après, vu que quand tu mixes, tu sais ce que tu dis. Moi, je sais que vu que ça, ce sera, tu vois, une petite couleur un peu différente en fonction de ce que c'est. Si par exemple dans ma page, je mets que mes 5 effets ici à la fin, je vais prendre à chaque fois que le premier. Je sais que drum, je sais que c'est la room, la snare, je sais que c'est la plate, CHO, enfin c'est le début de chorus. C'est mes voix, DL, il y a le Y qui est à côté, mais on sait que c'est ça, quoi. Tu veux dire j'aurais pu les écrire que sur le canal de gauche, je l'ai fait en faisant des autres résumés, quoi. Et alors j'aurais eu le nom complet sur un seul écran. Tu vois, parce qu'après on fera un custom fader. C'est ça, j'allais dire, tu vas faire un custom fader, finalement tu vas rassembler ça. Voilà. Tu vas contrôler qu'un seul curseur depuis ton custom fader, et finalement qui en arrière va contrôler les deux, quoi. Mais après c'est aussi toujours une question de visuel, de savoir ce qui te reste dans ta console. Dans ce que tu peux encore continuer à faire, parce que imaginons maintenant on ferait la création d'un show plus gros où on a besoin de beaucoup plus de choses, on partirait avec une base et puis ou en résidence avec un artiste où là vraiment la création totale du spectacle, tu dis merde, pour ce morceau là il me faudrait ça en plus, ou même pour plusieurs morceaux, ou en général dans tout le mix il me faudrait ça en plus, tu sais il me reste 6 effets de libre, 3 stéréos de libre, donc il me reste X effets de libre. Je peux encore rajouter des trucs. Ici, disons, par exemple, on va prendre le 7-8, on va mettre un peu de musique pour quand les gens rentrent dans la salle et après le concert, quand ils sortent, que ce soit pas. On va se garder un stéréo pour rentrer de la musique. Donc, du coup, maintenant, il nous en reste plus que 2 de stéréo. Donc, on partait sur les DCA. Comme ça. Ici, et donc là, ici, du coup,
Parfois c'est un peu bête de faire ça parce que tu te dis ah tiens j'utilise un DCA que pour un seul channel, mais vu que tu réduis tout ton mix sur plusieurs faders, ici je ferai un DCA par exemple juste pour la basse, mais juste pour la basse, il n'y a que la basse dedans, qu'est-ce qui m'empêcherait de pas faire ce DCA et de dire quand je veux changer la basse, je vais la changer là. Mais parfois t'as changé dans ton mix et t'as ces 8 faders, tes 8 DCA ou voire plus si t'en as besoin de plus, qui sont devant toi et t'as toujours ces trucs qui résument ton mix et qui te donnent un accès direct. S'il y a quelque chose qui part en couille, c'est sous tes mains, quoi. Ouais. Et tu restes propre en parlant DCA et pas en allant mettre une tranche au milieu des DCA, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Celui-là, c'est bon. Donc il y aurait une vidéo prochaine ou avant, ça dépend un peu comment les vidéos sortent, mais sur les sous-groupes et les DCA. Pour ceux qui nous rejoignent en route, juste un petit rappel, bref, hein, parce que je ferai plus en détail la vidéo, mais donc un sous-groupe, le son va vraiment passer de différentes tranches dans un sous-groupe, l'audio va passer dans le sous-groupe, et le sous-groupe va être envoyé dans le master, de manière générale, alors que le DCA, c'est vraiment un contrôle, en fait, qui va, si je diminue le DCA, il va descendre le niveau des curseurs. Si j'augmente le DCA, il va augmenter le niveau de tous ces curseurs. Donc le DCA, il n'y a pas de son qui passe dans le DCA. Le DCA est vraiment comme un robinet, comme un contrôleur. Et je trouve que c'était facile de l'expliquer à l'époque analogue, justement. Ouais. Le VCA, le V de VCA, ça veut dire voltage. Et donc, voltage, c'est control amplifier, quoi. Control amplifier. Ouais. Donc, au final, ça voulait vraiment bien dire ça, qu'au final, bah, tu sais que ton fader, le logarithme de ton fader, c'est de l'électricité, quoi. Ouais. Et qu'en fait, en jouant avec un potentiomètre, tu joues avec le voltage du signal de son nom. Et donc, ça c'est vraiment assez explicite de dire, voilà, je mets plus ou moins de volts par rapport à la position d'un fader. Et donc ce DCA, finalement, c'est jamais qu'un VCA, comme on fait sur les consoles analogiques, que sur les consoles numériques, ils ont appelé ça Digital Control Amplifier, hein, mais sinon c'est vraiment le même principe qu'un VCA. On assigne 10 faders dedans, dans ce DCA, et donc on va contrôler le voltage sur ces 10 faders. Donc on va pouvoir contrôler l'ensemble du volume des curseurs, quoi, grâce à ce DCA. Donc là, pour faire mes DCA, je fais un truc assez simple. Je fais d'abord mes instruments regroupés ensemble. Donc la batterie, ici on aura 4 channels de batterie, plus le SPD, parce que le SPD est utilisé pour jouer des sons de grosses caisses, des sons de caisse claire, qui ne sont pas des sons acoustiques du coup. Un pour la basse, on a notre basse, les 2 guitares viennent sur un pour contrôler le niveau des guitares, les lignes de clavier, et là j'ai toute ma musique, donc on faisait souvent ça à la fin, un VCA tout. Ouais. Et là j'aime bien avoir un VCA qui contrôle que la musique et un qui contrôle que les voix. Ouais. Comme ça je peux encore faire un mix entre les deux, à la place de mettre tout plus fort, tout moins fort, de dire non, je diminue un peu la musique pour garder l'intelligibilité des voix, pour garder la place des voix dans le mix, que si tu fais un hall, ça revient à avoir ton master que tu mets plus fort, moins fort, à la différence qu'avec ton VCA hall, tu changes aussi les envois dans tes effets, puisque tes effets sont pré-post-fader. Donc ça a quand même un intérêt de faire ce VCA hall, mais je préfère le splitter en deux. Donc, du coup, on va faire celui pour les voix. Et un dernier que je fais. Et alors ici, souvent, on faisait aussi un avec tous les effets. Ici, on en fait un avec, c'est quelque chose que je préfère faire, avec que les effets des voix. Se faire que ils parlent entre les morceaux, tu laisses pas ta reverb plein pot comme il y a de la musique et compagnie, ça fait un peu... écouter quelqu'un parler avec de la reverb et juste de la reverb, c'est pas ce qui est nécessairement le plus agréable. Après, dans une salle super mat, tu peux te permettre d'en laisser un petit peu pour donner quand même une sensation d'être dans un lieu qui vit. Un exemple d'une salle à Copenhague où t'as l'impression qu'il n'y a pas de temps de délai. Si, il y en a un petit peu, mais c'est vraiment hyper clean. Et ça te permet de faire ce que tu veux avec tes effets, c'est assez cool. Mais si tu prends l'habitude, t'es dans ton mix, t'es à 45 minutes de trucs, t'es dedans, et t'as l'habitude de vraiment toujours te laisser un petit peu d'effets et d'être avec ton VCA de voix, enfin des effets de voix à moins 30, et même là tu fais, en fait il en faut un peu plus quoi. Donc une salle aussi froide que les habitants du Nord, que les Scandinaves. Après ils étaient bien festifs, hein, les habitants du Nord, mais... Et donc voilà, et comme ça me permet aussi tu coupes tes effets, et
imagine le chanteur parle, ou un des musiciens parle, enfin une intro, et le batteur commence à jouer. Mais toi, t'envoies ta reverb, des effets sur ta batterie. Clair. Donc au final, si t'as un VCA avec que les voix, tu coupes ça, le mec commence à parler, et bah, ta batterie, elle sonne pas pareil qu'avant, elle a pas cette espèce de petit truc qu'il lui faudrait. Ben, j'ai appris quelque chose, parce que, enfin, voilà, effectivement, j'ai toujours eu un VCA, DCA sur mes effets. Forcément, tu le coupes, comme tu le dis, au moins c'est clean quand le chanteur va s'exprimer, va faire un speech au public. Mais c'est vrai, pourquoi vouloir couper sur les instruments? Parce que forcément, sur une fin de morceau, ça va te laisser les queues de reverb sur la fin de caisse claire ou des choses comme ça, qui en fait ne dérangent pas. Finalement, ce qu'on veut, c'est que la voix soit clean, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et alors, petite astuce aussi, je veux dire, on apprend ça quand on est débutant, mais grosse erreur vient souvent aussi de mettre les effets dans le DCA Hall. Ouais. Ouais. Et donc là, il ne faut pas le faire, parce que forcément, si vous baissez votre VCA Hall, ça va baisser le niveau du curseur, que ça va baisser le niveau d'envoi post dans l'effet. Et donc, si vous baissez tout le Hall, ben, finalement, il n'y a plus d'effet. Donc, ça ne sert à rien, si on veut, de mettre ces effets dans le DCA Hall, parce que si vous baissez le Hall, de toute façon, les effets vont être coupés, quoi. Ce serait un double usage que de mettre les effets dans le DCA Hall. Après, maintenant, ça permet de le faire avec les consoles numériques, qui est vraiment cool. Ici, on ne le fait pas, parce que c'est aussi, de nouveau, des habitudes de mix qui sont là depuis toujours, mais dans des trucs un peu plus compliqués, ça peut être cool, à la place de ton DCA effet, de mettre tes retours d'effet, tu mets tes envois. Ah oui. Ce qui fait que ça clean ton effet en même temps, et si jamais tu mets, disons, tu voudrais faire un truc où à la fin d'une chanson, le chanteur fait un truc, soit tu laisses tes effets, tu coupes ton VCA d'effet, donc ça arrête le dernier mot, mais même s'il commence à parler directement après, l'effet que tu as mis continue, lui. D'accord. Enfin, tu as continué le retour, quoi. Ton délai qui va faire 1, 2, 3, 4, autant de répétitions que tu as décidé qu'il devait en faire. Ouais. Il n'y a plus rien qui est envoyé dans le délai, mais ce qui a déjà été envoyé dedans continue à tourner. Ça, c'est très pratique de pouvoir le faire. Donc, on peut le faire avec toutes les consoles numériques maintenant. Et en analogique, je pense que à part une H3000 ou 2000, enfin H2000 et 3000 peut-être, où tu pouvais mettre tu pouvais utiliser les VCA. Les derniers, donc c'est 9 et 10. Dans les 9 et 10, tu pouvais assigner des envois. Des bus d'envoi, ouais. Sans quoi tu patches un envoi en sortie que tu vas remettre dans une tranche, que tu mets dans un DCA pour avoir tes envois d'auxiliaire sur un DCA. Là, ouais, mais non, parce qu'à ce moment-là, comment tu renvoies dans ta machine? Ouais, d'office, donc non. De toute façon, on n'a plus de console analogique, donc non. Tout le monde est console. Ouais, de temps en temps, tu retombes sur une, ça fait quand même toujours plaisir. Hein. Ouais. Surtout les vieilles Midas XL, XL4, c'est quand même des trucs que tu... Bon. Ouais. Il faut des tonnes de matériel et une quantité astronomique d'argent, de matos derrière pour avoir tout ce que tu voudrais faire, mais après on faisait les choses plus simplement aussi. Ouais, faire un tour en limousine, ça fait... Enfin, une fois de temps en temps, ça fait toujours du bien. Ouais. Bah, avant, je veux dire, on faisait les retours... sans compresseur, sans gate, enfin à la limite dans un rack de retour tu avais 4 gates, 4 compresseurs et ça te sauvait un peu pour certaines sources où tu disais bon allez je le sors, je le mets là. Ouais. Mais voilà, tu faisais des retours avec des gains, des coups de bas et les EQ graphiques quoi. Et les EQ de la console, ce qui est toujours mieux. Bah, donc là on a tout noté de ce qu'on allait utiliser, ça peut être pas mal de mettre des choses dans ce rack, donc là il y a plein de choses qui sont déjà mises dedans et de nouveau on va enlever tout ce qui sert à rien. Là, je te laisse du travail d'édit parce que parfois je fais 2 fois la même chose parce que j'oublie d'appuyer sur OK pour lui dire qu'il n'y a rien dans le rack. Ouais. Donc là en l'occurrence maintenant. Tout ça pour en remettre après, hein, mais c'est aussi histoire d'être propre dans ce que tu... Donc c'est l'avantage d'avoir une clé avec tout qui est enlevé dedans, ça en l'occurrence. Ici les premium, il n'y a rien dedans, c'est bien. Les EQ, bah, qu'est-ce qu'on va utiliser? Moi j'utilise de moins en moins depuis déjà très très longtemps. Les EQ graphiques je les mets par habitude, mais je les utilise presque plus. Avant on avait toujours, je me souviens toujours d'accueillir des gens qui triturent l'EQ graphique et tu te retrouves avec des bosses, des creux... l'incidence sur la phase est déjà pas exceptionnelle et que maintenant on est arrivé à des systèmes qui
allez, toutes marques confondues, quand tu es dans une certaine gamme de prix ou hauteur de matos, je dis, c'est des questions de préférence de couleur, que tu préfères telle ou telle marque. Mais c'est rare de tomber sur un système qui sonne mal, sauf s'il est mal calé ou que tu as vraiment été acheter quelque chose de... Ce dont je parlais dans ma vidéo sur les cues graphiques, hein, justement, où je rappelais donc ce que tu viens de dire, qu'on avait des techniciens qui allaient creuser, faire des courbes, des bosses, des machins. Finalement, on perdait complètement le système. Bon, c'est vrai que les systèmes étaient moins performants à l'époque. Et alors, ce que tu dis là, juste maintenant, me rassure, parce que en accueil, sur mes consoles ou quoi, j'ai de moins en moins accès à les cues graphiques. Parfois dans des situations difficiles où je veux vraiment enlever un truc dans la salle ou un peu récupérer au niveau couleur. Mais c'est vrai qu'on a tendance à les oublier. Quoi. Et même pour les retours maintenant, même pour les retours, je mets les cues graphiques pour... par sécurité, en me disant, ok, s'il y a vraiment un truc qui part, tu vas chercher une seule fréquence, mais pour... Et aussi les haut-parleurs, que ce soit les piliers pour le public ou que ce soit les wedges pour les musiciens, on est arrivé à des technologies qui sont nettement plus efficaces et qui sonnent beaucoup mieux. Et donc, parce que tu vas faire, moi je préfère utiliser les cues paramétriques, que ce soit sur le mix ou sur le mix gauche-droite ou que ce soit sur les retours pour aller chercher la couleur que tu veux donner, enlever, parce que à part si tu as vraiment un truc problématique, quand tu prends un 58 que tu mets dans un wedge, tu as ce truc souvent dans le bas médium qui te dérange. Oui, tu vas corriger en fonction de la voix, mais si tu vas corriger sur tout le wedge, tu sais que sur un chanteur, tu vas avoir ta voix et ça te permet d'avoir des trucs avec des phases qui sont plus cohérentes et de ne pas aller juste creuser un endroit. Tu vas un peu adoucir le truc en allant chercher tout ce qu'il y a autour, en jouant avec ton cue. Ouais, voilà, on met des SQ graphiques vraiment parce que on en... Ouais, par sécu quoi. Par sécu, parce que tu dois aller dire, ok, vraiment, j'ai un problème à 400, tu iras le chercher quoi. On va linker ceux du gauche-droite, mais... Alors c'est ça, moi je suis encore un peu vieille école, donc les graphiques sont mis. La couleur, je vais aller la chercher au graphique parce que j'ai l'habitude de l'analogique, de l'ancien. On avait le graphique, on va chercher sa courbe. Voilà. On va chercher sa courbe dedans. Ouais. Voilà. J'aurais plus. Voilà. Donc je vais dire, tiens, je vais un peu creuser le bas médium légèrement. Et maintenant, à t'entendre, je me dis, mais oui, effectivement, c'est toujours la peur d'atteindre ce paramétrique sur une des sorties, parce que on a un paramétrique et on peut agir solidement dessus. Mais pourquoi pas ma couleur que j'ai été diminuer ici? Effectivement, on voit déjà même la forme de la courbe. Je peux très bien aller la chercher au paramétrique. Et tu vas aller chercher au paramétrique et tu n'auras pas, justement, sur le fait. Tu vas chercher, c'est 340, mais je vire un peu de 250 et de 400 aussi, parce que bref, pour faire ça, va chercher un paramétrique et t'as quand même, en plus sur les sorties, t'as de quoi faire quoi. T'as 4 bandes comme sur comme sur l'entrée de la console. Tu peux mettre un shelf ou un bell sur ton truc, donc c'est quand même là de base il est sorti sur une sortie, il est mis en bell, mais tu vas le chercher, tu peux faire un shelf. Et t'avais ce truc aussi de tous les gens qui mixent en français, qui mixent de la musique jouée en français, plus chanson où le texte est important et tout ça. La plupart des gars ont toujours été chercher leur paramétrique sur leur gauche-droite et te pousser, te faire un espèce de truc comme ça, à partir de... Ça dépend des dégâts, mais tu vois, dans tout le haut du spectre était tiré vers le haut pour essayer de gagner cette brillance encore plus avec... je veux pas dénigrer, mais les mixeurs français où tu te retrouvais avec tes sibilantes. Moi, c'est pas des genres de trucs que j'apprécie énormément, sauf en convention. C'est clair que quand tu mixes des bazars ou tu mixes que de la voix avec de la musique très fort derrière, ça c'est complètement différent de mixer de la musique. Là, c'est intéressant d'aller chercher les pieds qui ont de l'aigu, qui ont du truc, parce qu'il faut une intelligibilité. Après, en musique, j'ai toujours préféré les trucs à l'anglaise où t'as une voix qui est quand même clean, mais où t'as pas... en même temps, c'est leur manière de parler dans leur phonétique. Des S, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins. Beaucoup de mix français que j'ai entendu, de gros trucs, Bruel, Pani, machin et tout, et éventuellement c'était
je sais pas moi, de 5 à 20 kilos. Ce qu'on vient de montrer là. Et ça, si tu veux le faire, autant le faire. Et au niveau de vitesse, là, tu vas chipoter avec tes 6 bandes de fréquence que tu dois remonter. Là, tu vas chercher ton EQ, tu le passes. On est sur le high, on le passe en shelf et c'est un bouton à tourner, quoi. Ouais, voilà. Tu viens de passer d'un mix anglais à un mix français, quoi. C'est toute la différence. Donc là, on a pas mal de trucs. On a de toute façon toute la base qu'il faut pour mixer ce qu'on va mettre dedans. Après, on va décider de ce qu'on envoie où et passer les auxiliaires des effets en post-fader. Alors, souvent on utilise la compression parallèle. Je sais pas si tu en as déjà un peu parlé. Non. Mais ici, en l'occurrence, je fais pas vraiment une compression parallèle, vu que j'envoie dans 2 compresseurs, mais quelques lignes de batterie. Mais c'est vraiment j'utilise pas la technique de faire une compression parallèle, enfin pas sur ce spectacle-là, quoi. Donc on dit j'envoie dans les 2 compressions et j'enlève du gauche-droite. Ici, on pourrait aussi faire ça avant pour appuyer sur moins de boutons. C'est lui dire qu'on va linker quelques trucs qu'on link, c'est-à-dire deux sources, un clavier en stéréo et le SPDS qui est en stéréo. Ici on s'est pas pris la tête quand on va dans le channel link. Tu peux mettre plein de trucs que tu peux dire je link ça ou pas. Tu pourrais dire je link pas les envois dans du clavier stéréo dans les retours, donc tu pourrais dire j'envoie comme ça te permettrait d'envoyer que le côté gauche du clavier dans les retours, alors que toi tu utilises côté gauche et droit. De pas linker le pan, histoire de, à la place d'avoir vraiment ton pan gauche-droite écarté, tu peux à ce moment-là jouer avec ton clavier, de mettre le côté gauche un petit peu à gauche et le côté droit un petit peu à droite, ce qui te permet de garder un peu d'image stéréo, mais pas d'avoir un truc super ouvert. Il y a un truc, je sais pas si on fait encore beaucoup ça. Moi, à un moment, c'était vraiment la mode. Quand t'avais, surtout à l'époque, surtout sur des bands où t'as plein de claviers sur scène, des trucs plus électro quelque chose, pop, rock, tout ce qu'on veut, où t'avais vraiment beaucoup de claviers, et tout tu faisais, par exemple, t'avais un claviériste à gauche de la scène, à droite de la scène, et tu mettais ton claviériste de gauche, tu mettais son côté gauche complètement à gauche, et son côté droite juste un peu à droite, pour continuer à garder une sensation de clavier stéréo, mais en même temps, quand ils jouaient tous les deux, de bien avoir une distinction. C'est celui-là qui joue, il est là, je l'entends là, mais j'entends un peu les deux côtés qui reviennent au milieu, quoi. Ouais. Ça, le visuel respecté, quoi. Ouais, je veux dire. Mais t'as aussi, tu vois le truc de ce qui est sur scène, et à un moment ça se faisait vraiment beaucoup, mais je sais pas si. À vrai, c'était le côté quand t'as accueilli en analogue. Tu voyais vraiment ce que le gars faisait, parce que tu voyais ce gros bouton rouge de pan avec la ligne blanche, tu le voyais de loin. La même chose avec les envois d'effets, les EQ, tu voyais tout. Bon, maintenant si tu regardes son écran, tu vois les EQ, mais il y a plein de choses, parce que tu changes pas non plus tout le temps. Tu vois, t'es en train de mixer, mais t'es pas tout le temps allé dans ton écran. Parfois tu sélectionnes un truc, tu continues à juste tourner des boutons, et donc il y a un côté moins comment c'est ça, tu vas moins fouiller dans les sessions des gens. Quand c'était en analogue, ça se passait devant toi, tu voyais très très bien ce que le gars était en train de faire. Ouais, et les conneries qu'il faisait aussi. Ouais. Du coup. Et surtout que maintenant, tu regardes même dans les plus petites productions, tout le monde tourne avec sa console, donc au final, quand tu fais de l'accueil, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes un gauche-droite à un gars et tu te soucies pas de ce qu'il fait dans sa console, quoi. Ouais. Alors que quand t'accueilles, normalement les mecs que t'accueilles connaissent bien les consoles, et s'ils la connaissent pas, à ce moment-là, tu vois un peu, parce qu'il dit j'aurais besoin de faire ça, comment est-ce qu'on fait ça sur cette console, et là, t'as l'occasion de découvrir comment les gens travaillent. Ouais. Alors qu'avant, tu faisais de l'accueil, tu étais avec sa tête, surtout qu'il y avait beaucoup plus de panne. Ouais. Un câble d'insert qui n'est pas enfoncé à fond, ou qui a été maltraité, qui se débranche, tu perds un compresseur, il fallait quand même être vachement plus au taquet tout le temps de l'accueil. Pas faux. Enfin, comme maintenant, il faut toujours être au taquet, hein, je veux dire, c'est quand même accueillir, ça reste quand même toujours un service de quelqu'un, et qu'il faut être... Il faut que le spectacle se déroule correctement, ou que le concert se déroule correctement, ça doit toujours être ou pas. Donc j'ai envoyé tous mes trucs de batterie dans mes 2 compresseurs, et j'ai enlevé ma batterie du stéréo. La basse, elle va rester dans le stéréo, les guitares aussi, les claviers aussi, et les voix, on va faire la même chose, on va les remettre dans leur groupe de voix. Là, ça va me permettre de pas beaucoup traiter la voix au channel. Comme ça, ce que j'envoie, enlever là, non. Ouais, ce que j'envoie aux musiciens est vraiment une voix.
je peux compresser toutes mes voix, à mettre un léger compresseur pour un peu travailler les attaques et les trucs comme ça, ça ne va pas déranger le musicien quand il joue d'avoir une voix méga compressée dans son wedge où il ne capte plus la dynamique de ce qu'il est en train de chanter. On ne le fait pas, il faut respecter la dynamique de ce que les gens jouent et tout ça. Mais et après d'avoir mon compresseur sur le groupe qui lui me permet d'avoir un truc qui compresse toutes mes voix, remet quand ils chantent tous ensemble, ça remet un bloc qui est léger, malgré que le compresseur qui est juste sur le channel gomme un petit peu certaines choses, quoi. Ouais. Maintenant, dans cette petite config où forcément tu vas faire les retours de la face, autre option aussi serait forcément de splitter tes voix, hein, de faire un envoi pour les retours, un envoi pour... J'ai juste un stress, non mais il est bon, hein, j'avais peur que tu sois encore dans le stéréo, tu vois. Donc, mais c'est toujours mieux vérifier parce que voilà, on va passer ici les effets, on n'en utilise pas, tout en poste, ainsi de suite. Voilà. Donc on voit que ça a changé sur l'écran, c'est bien. Et donc ouais, on va mettre des effets. Donc on va prendre les 5 derniers du rack. C'est bien parce que tu as vidé tes racks, mais du coup et il faut remettre quelque chose. Donc un effet. Un effet. Il y a quand même pas mal de chouettes trucs maintenant de base dans les consoles. Surtout chez Yamaha où ils ont mis le Dandugan. Ça pour les conférences et tous ces trucs là, c'est vraiment bien. Donc on va peut-être les assigner aussi, leur dire d'où ils partent. Où ils vont. Voilà. J'imagine même chose au niveau des sorties. Du coup. Voilà, on va lui dire. On va prendre X-Room. Ce qui est marrant, ça a changé. Avant, c'était aussi quand ils ont fait la mise à jour des LS9 et des M7CL. Quand ils ont mis les X-Room, j'ai l'impression que tu avais beaucoup plus de contrôle. Que maintenant, si tu veux plus de contrôle, tu dois prendre les classiques. Ah. Si on prend une reverb room, tu verras qu'on a une gate dessus, on a des trucs comme ça qu'on n'a pas. C'est ça. Mais on va pas faire de... On n'utilise pas ça. X-Room, X-Plate. Après, comme toujours, c'est pas beaucoup de boutons à triturer. Ça va quand même plus vite que d'avoir plein de trucs. J'ai eu l'impression de me sentir vieux en revenant toujours à l'époque de l'analogue, ce qui doit, à mon avis, plus parler à beaucoup de plus jeunes techniciens. Mais tu faisais des trucs super avec une M5000 ou avec une Eventide ou un truc comme ça où tu avais une quantité de paramètres, enfin sur les TC ou quand tu passais en expert mode, tu pouvais aller chercher tous les paramètres de ta reverb. Et moi, un des trucs que j'ai toujours recherché, d'ailleurs j'en cherche toujours une, au cas où, pour me faire plaisir, c'est une PCM60. Mais qui avait... Qui n'avait rien en fait, t'avais... 6 boutons quoi, ou 12. 3 séries de 4 boutons, tu choisissais ton type de reverb, et c'est même pas un temps de reverb, t'avais short, medium, long, peut-être 2 médiums différents, et tu changeais tes reverbs en appuyant sur des boutons comme ça, et en plus elle sonne super cette machine. Voilà, on a nos effets qui sont assignés. On va aller dans le premium pour justement là. Bon, il y a déjà un compresseur sur le channel et sur les sorties, mais on va utiliser des trucs qui sont dans le rack premium qui sont un peu plus sympas. Donc là, pour la batterie soft, ils ont des compresseurs de bus qui sont assez cool. Les bus compression 399, je ne sais plus, c'est une émulation de quoi par cœur. Les U76 sont bien aussi. Ça, c'est un super compresseur, le 2A, l'optique 2A, enfin, qui est une émulation du Télétronics, voilà, c'est comme une machine de guerre. Avec 2 boutons de réglage. C'est vraiment loin d'être compliqué. Un deuxième, le même pour l'autre compression. Et alors, on va le mettre sur les voix, tiens, on va voir ce que ça donne. Et sur les voix, on va mettre 2 inserts. On va aussi mettre un EQ, un A. Donc là, tu étais sur tes 2 sous-groupes batterie, ton sous-groupe voix. Ouais, pour l'instant, je mets juste les effets dont j'ai besoin. Ouais. Et puis, on en assignera d'autres encore. On va encore aller chercher
le U76, on va mettre un dual, comme ça on peut prendre un canal mono. Et on l'utilisera pour d'autres trucs, donc là on va utiliser ça, on met sur insert, donc ici on a le choix des inserts, on a 2 inserts pour descendre par canal, donc insert, un out mix, soft. Ce qui nous permet de mettre, on voit bien que ici on a l'insert sur le drum soft, sur le drum hard. Ici donc on part sur l'insert 1 des voix, on va compresser avant d'égaliser, donc on met sur l'insert 1 sur les voix, et sur le insert out du mix 2, donc le deuxième insert du mix, on va mettre les Q. Voilà. Et il nous reste... Ah, ici, je l'ai mis 2 fois sur... Grosse erreur. J'ai fait une grosse erreur, là. Ça arrive, hein. Donc, comme tu viens de l'expliquer, possibilité de mettre 2 inserts. Hein. Donc, encore une fois, on revient à l'analogique où on avait une sortie insert. Hein. Après, on pouvait... Ouais, enfin bon, je complique un peu, mais on pouvait sortir de l'insert, aller dans un premier traitement, puis un second traitement, puis revenir dans l'insert return. Bon, alors que, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Alors qu'ici, on a bien 2 inserts disponibles par entrée, par sortie. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que en changeant, j'ai mis insert 1, insert 2. Ah oui, oui, oufti. Le compresseur aurait vraiment fait des choses bizarres. Pour nos followers français, oufti, en belge, ça veut dire... Ça, c'est très grave. Insert 1 sur le deuxième côté. Donc, on a bien insert 1, mix 9, insert 1, mix 10, insert 2, mix 9, insert 10. Vocal, et donc notre dernier, on va utiliser celui-là parce qu'il a une très chouette option qui fonctionne sur la basse et qui fait des trucs en compression assez cool. Et donc voilà, là maintenant on a vraiment tout ce qu'il faut pour commencer. Donc là on va commencer avec le traitement pour un peu gagner du temps. Alors normalement, par exemple, toute la préparation à l'avance, ce serait de mettre le 48 volts déjà sur toutes les lignes qui ont besoin de 48 volts. Ici, vu qu'on n'a pas les diodes branchés, tout ça, bon, on devra le mettre plus tard. Mais c'est pas vraiment un problème, donc on va plutôt faire tout ce qui est high pass. Donc on sait déjà où part au niveau du routing toutes nos machines. Donc sur le kick, on met un gate de base. Sur une Yamaha, c'est un gate et un compresseur. Vu qu'on compresse la batterie en entier, on n'est pas vraiment obligé de compresser chaque channel séparément. Pas de coupe bas sur le kick. Sur la snare, moi je mets pas de gate sur la snare. Par contre je mets quand même une compression, même si elle est compressée après. Sur les overheads, rien de niveau compression par contre. Un coupe bas. Ici je mets le coupe bas pas trop haut, parce que vu qu'il n'y a pas de micro sur les tomes, et viennent être récupérés là-dedans. Mais vraiment le coupe bas 120. 120, si ça fonctionne à 120 dans la salle avec l'acoustique de la salle ou avec le traitement qu'on a fait sur le pied, tant mieux. Et si c'est obligé, je le remonterai ou le baisserai s'il y a moyen de le baisser sans que ça pollue trop le reste du mix. Tu joues avec Tom Floor Tom? Ouais. Que tu récupères dans tes overheads. Que je récupère dans mes overheads, une cloche aussi. Ouais, sans trop couper ton passe haut. Après, t'as quand même la sensation d'attaque et tout qui passe dedans. Hein, mais c'est vrai qu'au niveau du grave. C'est pour ça que aussi, sur ce genre de config de batterie où t'as pas les tomes, et même en général, je préfère quand même les larges membranes sur les overheads. Un 414 ou un 214 qui est moins cher, mais avec moins d'options, c'est quand même assez efficace. Dans les classiques quoi. Après il y a plein de trucs plus compliqués ou des autres marques moins connues. Ici sur le SPD normalement on met rien. Enfin normalement je mets rien parce que c'est des sons qui sont qu'on a travaillé, qui sont bon volume, on sait quand tu tapes dessus ça sort comme il faut. Sur la basse on met quand même un léger coup bas, même si c'est un choix, mais vu que la basse, le kick ça joue quand même souvent ensemble, ils ont quand même besoin de donner leur impact en même temps, mettre un peu un petit coup bas sur un petit high pass
sur la basse, ça permet de laisser de la place au kick qui est pas toujours... les kicks, c'est quand même un truc important, surtout dans les mix de musique actuelle et tout ça. On est quand même habitué à avoir un truc qui nous prend au ventre et tout. C'est bien quand ils jouent avec la basse, s'ils sont pas tous les deux tight de chez tight, c'est parfois un peu confus, quoi. Une autre technique qui marche bien, en plus, vu que là on est dans un bloc de 8, je pense qu'il y a moyen de le faire directement, c'est de faire un compresseur qui est contrôlé par un autre channel. Donc chez Yamaha, c'est un peu compliqué parce que tu peux les faire fonctionner que dans un bloc de 8. Donc par exemple ici, tu vois, s'ils sont dans le même bloc, je peux dire que quand c'est le kick, donc channel 1, donc c'est quand le kick joue, ça compresse la basse. Ouais. Après, il y a avec les mix aussi, tu peux le faire avec... tu peux faire un mix où tu envoies des trucs qui va déclencher un compresseur. D'accord. Ça, j'ai toujours trouvé ça dommage que chez Yamaha, ça doit être dans le même bloc de 8, quoi. Tu vois, si tu as une vraie batterie, un patch de batterie en 12, 8, 10, 12, machin, si t'es en 8, t'as ta basse en 9, ça ne fonctionne plus. Donc ça, tu dois faire un bus pour pouvoir le contrôler. Ça, on va le laisser. Donc là, tu as trigué ta compression de basse. C'est ça. Trigué par la grosse caisse, quoi. C'est ça. Ouais. Mais là, je ne l'ai pas mis on. On va essayer de ne pas l'utiliser parce que du coup aussi, si on fait ça, on a déjà l'autre compresseur qu'on va utiliser sur la basse, on rajoute un compresseur juste pour laisser de la place au kick. Ça veut dire que ici, on fait les retours depuis la face. Si on n'a pas fait un autre channel pour la basse, le bassiste... Bon, ici, je sais que le gars, ça le perturbe pas parce que je l'ai déjà fait et ça fonctionne. Mais à chaque coup de kick, il a sa basse qui... Il va se retourner, quoi. Ouais, après, le but n'est pas de faire disparaître la basse, c'est de le faire de manière... de laisser la place au kick. De laisser juste un peu plus de place au kick, quoi. Donc, du coup, on a quand même mis un petit high pass léger sur la basse à 90 Hz. Sachant que sur ton kick, on va essayer d'aller chercher un peu de grave à 63, ça lui laisse de la place. Les guitares, juste pour les clean... Juste pour les cleaner, on va aller chercher un petit truc, on peut même monter à 120, histoire de les dépolluer et tout ça. Après, t'aurais fait un truc, un groupe de rock bien gras avec des guitares qui descendent et tout ça, c'est peut-être un intérêt en fonction de ta source de savoir ce que tu enlèves ou pas, quoi. Trigger Finger qui joue du 20 Hz avec sa guitare, quoi. Les claviers, ça, par contre, il faut laisser du grave parce que je sais que dans certains morceaux, il y en a, mais si tu veux vraiment faire un truc clean, tu peux aller beaucoup plus haut, quoi. Sur les overheads, là j'en ai pas mis, mais ou j'ai pas de micro sur le hi-hat, mais comme on en parlait tout à l'heure, tu sais que tu mets un high pass très haut sur ton hi-hat juste pour avoir l'attaque et un peu du bas médium, enfin du haut médium, ça dépend où tu veux le chercher, mais c'est aussi un choix et ça dépend aussi de ce de ce que tu fais comme musique, de ce que tu mixes. Alors sur les voix, on y va. Parce que c'est aussi un défaut que j'ai pu trouver. Souvent, les gens ils vont couper. On y va, d'autant plus les passos numériques, tu peux aller à 400 très haut. Et or, tu peux avoir un charlet qui, pour moi, a du corps, quoi. Ouais. Et donc, que tu veux peut-être vouloir garder, qu'il y a du bas médium, quoi. Voilà. On va. Même si la source que tu envoies est déjà avec un coup bas, j'aime bien quand même égaliser mes retours d'effet aussi. Donc ça c'est toute la batterie et même je vais pas avoir besoin que ça génère de la reverb sur le grave, ça pose déjà assez de problèmes comme ça dans la salle. Donc je vais aller le mettre assez haut sur ça, sur la caisse claire même chose. Même si c'est déjà traité, tu vois, ta reverb elle génère un peu les fréquences, ça fait parfois des trucs... ça peut parfois faire des trucs un peu loufoques, enfin loufoques façon de parler. Va clean au maximum toutes tes sources de tout ce que t'as pas besoin, ça ne peut pas t'empêcher, enfin ça ne t'empêchera, au contraire ça t'aidera à arriver vers un mix plus propre, quoi. Mon high pass est à 150 sur les voix de base, donc je vais au moins mettre à la même fréquence sur les reverbs, et je peux encore monter plus haut, et sur le délai on peut franchement y aller. Parce que ce qu'on veut c'est entendre la clarté de ce qui est répété, quoi. Ouais. Et ben donc voilà, hop, on va passer là-dessus. J'ai rien oublié avant. On a fait des DCA, on pourrait faire un custom fader pour directement avoir devant nous tout ce qu'on a besoin. Custom fader. Alors. Ici tu te proposes de faire un custom fader donc pour pas devoir naviguer entre les pages, c'est ça. pages.
et avoir ton mix sous les yeux, avec tes raccourcis favoris. Donc, sur la première partie, on aura bien notre truc. Au milieu, on va mettre nos DCA. Parce que j'étais pas sur les lycées. Et ensuite, nos retours d'effet. À partir de là. Et là, on va prendre justement que les premiers pour avoir qu'un seul. Et tout à la fin, on met la musique. Pourquoi chorus t'as mis les deux? J'ai mis les deux de chorus parce que j'ai appuyé 2 fois dessus. C'est pratique de regarder à deux sur une console. Voilà, là c'est correct. Et alors ça c'est un petit truc, j'aime bien avoir le contrôle de l'envoi master du délai, comme ça si tu as 2 voix qui sont envoyées, enfin d'avoir le contrôle pour pas devoir changer, de dire ok j'ai mes voix qui sont déjà, je sais que sur ce morceau là c'est tel et tel qui chante, je vais envoyer les voix dans le délai, tu les prépares, tu les mets dedans et puis tu as ton truc et tu envoies dans ton délai ce que tu as déjà préparé. Et donc là, on est dans les mix. On va prendre le délai. Normalement, si on appuie 2 fois sur ces boutons-là, on passe de l'autre côté. Et on a bien nos channels, nos DCA et les retours d'effet. Ta musique seule qui est là. Et alors ici, tu as dit donc tu as bien envoyé ton mixage, qui est ton envoi dans le délai. Quoi. Et alors aussi, on va rajouter, juste pour avoir un contrôle dessus, parce que je le change quand même parfois pendant le concert. On va le mettre ici, les 2 derniers qu'on avait de libre. On va mettre les drums, enfin les groupes compressés de la batterie. Comme ça, on les a sous la main, sans devoir changer de page. Et hop. Sur part. Il nous reste un channel si on veut faire quelque chose. Et donc voilà, on a mis des coups bas, on a une console qui est prête à fonctionner. Alors, du coup, on va faire tourner un truc. Que je dise pas de conneries, ici, c'est pas un sous-groupe stéréo, hein, c'est-à-dire c'est le contrôle d'un fader sur le sous-groupe stéréo. Oui, mais stéréo. vu que le sous-groupe est stéréo, quand tu bouges un fader, ça bouge l'autre. Tout à fait. Si regarde en Steam, on a dit on met le soft à -20, ouais. Qu'on repasse sur la page complète où il y a tout. Ils sont PC à -20. Tous les deux PC à -20, okay. On monte à 0. Si on revient de l'autre côté, il est à 0. Donc voilà, on voit qu'on a notre gate qui est enclenché. On va régler notre gate. Donc si on met le threshold au-dessus, on n'a plus du tout de gate. Bon, malgré le gate, on entend quand même que là on perd l'attaque, donc on a été trop loin. On entend bien les wedges, hein, et un peu de basse, quoi. Ouais. Donc ça c'est uniquement dans le micro. Grosse caisse, quoi. On entend quoi, que ça pisse. Ça pisse. Et si on enlève le gate, on entendra encore. Si on quitte ça, on aura encore plus de parasitage, on va dire. Ouais. Et puis ça permet aussi d'avoir un kick plus. L'attaque est quand même un peu longue, on perd pas mal de graves quand on le met. On va aller chercher le truc dans le bas médium puis je la mettrai propre. Toujours la vieille technique d'aller pousser ce qui dérange. Bon, en plus maintenant avec les analyseurs de spectre sur les consoles, tu vas encore plus vite chercher.
Et il a déjà assez d'attaque, hein, son kick. On pourrait aller chercher dans les alentours de 3-4 kilos, là, 3-4-5 même. On voit, il y a une petite bosse là, on pourrait aller le chercher pour le rendre encore plus, avec plus d'attaque, mais sa batterie, elle sonne déjà assez bien comme ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est aller chercher du grave, même si on est dans un tout petit haut-parleur qui ne donne pas autant qu'un sub. Et là, comme je disais tout à l'heure, on va être aux alentours, à mon avis, on va être aux alentours de 63, plus ou moins dans le milieu de 63-80. On va entendre tout de suite. Ici. Évidemment, tout ça à checker avec le système de base. Ouais, à checker avec le système, mais on sait déjà qu'on va avoir... Parce que là aussi, là, voilà, on a fait, c'est via le DVS. Ce qui est enregistré, c'est sans aucun traitement du show qui avait été fait, c'est juste le préamble, quoi. Ouais. Mais on a déjà un... Ce qu'on va vérifier aussi, c'est ici dans le rack, c'est que les compresseurs, même s'ils sont on, travaillent pas déjà, quoi. Pour être sûr de traiter le signal, et puis on fera la compression, ce qu'on veut, mais effectivement... On voit que ça ne compresse pas, donc c'est très bien. Et on voit aussi là, entre ce qui rentre et qui sort, c'est la même chose. Donc ça passe bien et ça compresse pas. Ouais, ouais. Là, on entend très fort la cloche dans ce morceau-là. On entend aussi beaucoup son retour voix là, c'est lui qui chante, c'est le batteur qui chante sur ce morceau là. On entend vraiment bien le truc. Donc là, un petit coup de bas pour enclencher. Après il joue avec une caisse claire, il met un essuie sur sa caisse claire pour vraiment la mater à fond. Donc c'est vrai qu'il y a déjà pas grand chose dessus à faire, peut-être aller un peu chercher de haut médium pour... la rendre plus précise, mais du coup ça fait réapparaître le charlet. Un tout petit peu la compresser. Enfin en même temps charlet qu'on n'a pas en direct. Qu'on n'a pas en direct, donc ça dérange pas. Vraiment très léger, c'est pour chercher. Après on pourrait la compresser à fond pour faire une caisse claire qui devient dans la face et l'équilibrer avec le kick si on met les deux ensemble. En la compressant bien fort, on va aller là. On va la faire. Hop. Et on joue avec le gain. Il n'y a plus de dynamique quoi. Mais. Enfin, il n'y a plus de dynamique ici encore un peu, mais on a une côté snare, plus pêche, quoi. Ouais, une grosse snare. Après, voilà. Ici, on sait qu'on est sur un truc pour les gosses. Que déjà la batterie, on va se faire surtout du renfort. Sinon, c'est ce qui va toujours le plus fort dans les salles et tout ça. Nous arrête. Et là, on entend tout. Là, je préfère rien faire, juste le coup de bas, ça devrait suffire. On va remettre, on a donc du coup toute notre batterie. On va faire le premier compresseur. On a bien ça, si on est dans le rack, on prend le premier compresseur pour la batterie. On va prendre un morceau dans lequel il rentre bien à la drum. À compresser très légèrement, et c'est ça qu'on veut sur celui-là. C'est vraiment être léger, aller un peu gommer le truc, lui donner une petite sonorité, parce que bon, ces trucs émulent quand même des machines analogiques, donc on a quand même un peu la sonorité de la machine. Et on va mettre un temps de... et reprendre un peu de gain pour la remettre devant, parce que malgré le fait qu'on veut un peu gommer le truc, il faut quand même garder un niveau cohérent de batterie.
faire un petit bypass, voir ce que ça donne. Mais je sais pas si sur la vidéo on entendra la différence vraiment, mais on sent qu'elle est déjà plus présente, quoi. Et qu'elle est un peu plus cohérente. Ça c'est bien. On va passer au suivant. Celui-là justement on veut, pour un morceau comme celui-là d'ailleurs justement où la batterie doit être bien dans ta face, c'est pour des morceaux comme celui-là qu'on va utiliser la plus grosse compression, où là on va pas hésiter à y aller. Avec un gros ratio, là ça compresse à fond de balle et on va venir récupérer le niveau avec le gain. Donc là on change un peu dans le volume, mais on change surtout dans le volume. On voit que dans ce qui module à la console, j'ai un petit peu exagéré sur celui-là, mais on sent vraiment que on est sur le même niveau sonore, mais la sensation de présence est vraiment différente du fait qu'on l'a rentré dans un truc, quand on l'envoie dans la face, quoi. Au niveau de ton mix final, finalement, on l'entendra quand on aura un peu de tout. Je veux dire, tu mutes l'un et l'autre, quoi. Tu choisis hard selon le morceau, quoi. Ça ouais, je mute, parfois je mute l'un et l'autre, mais parfois je le joue comme ça, tu vois. C'est ça. Je rajoute de la hard dedans pour la. Je sais que ma batterie est là, et puis il y a des morceaux où je vais vraiment venir faire l'inverse. D'accord. Mais ouais. Sinon pour travailler, je travaille sur la soft parce que c'est vraiment celle son batterie que j'envoie de base, quoi. Mettre un petit peu d'effet sur la drum. On va tout fermer. Donc là, hop, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi on n'a pas les mix ici? Parce qu'on est sur une sortie. Donc ils sont bien passés en post. On va passer en. Je n'ai pas regardé les custom faders, donc on va le faire directement là. Les user defined keys, j'en ai pas fait, mais bon, ça va aussi vite par l'écran. Donc là, on va balancer un tout petit peu de kick pour quand même lui donner un peu de présence et d'air, qu'il soit pas trop sec par rapport à tout le reste. La snare, même si on a un deuxième aussi, pas trop fort, et les overheads qu'on envoie dedans pour donner toute la sensation de room de la batterie, qu'elle soit. Et ça se trouve, on n'en mettra presque pas au concert parce que la salle aura une réserve qui. Ouais. Et donc normalement, si on ouvre, on sent un peu le truc, on va paramétrer les effets de la batterie. Donc, dans les effets. Ça, c'est un gros temps de reverb bien long. On va quand même couper ça pour donner la sensation d'une petite pièce, sans mettre de délai. Et après, tout le reste, c'est plutôt à configurer sur place en fonction de comment réagit la salle. Même si là, on a déjà une bonne idée de où on va. On va juste faire celle pour la snare. Au moins on l'entend bien pour la régler. De nouveau même chose, c'est un petit peu exagéré comme temps de reverb. Je vais un petit peu diminuer. Et là justement, vu qu'il a une batterie qui est... Enfin, sa caisse claire est assez mat avec son essuie qui est dessus et tout, je vais aller chercher le crossover entre les fréquences de là où ça... Pour le ratio de l'aigu et du grave, je vais aller chercher beaucoup plus bas. Pour que ça aille le chercher dans le... Voilà. C'est vraiment beaucoup trop envoyé, mais... Un train années 80, ça. On va quand même en envoyer moins. Alors un morceau où il y a du SPD, alors on va aller chercher un autre morceau où justement là le SPD est utilisé pour juste lire une bande qui tourne tout le morceau. Là c'est la bande son et il joue en plus par dessus. Voilà, il est là, il n'y a pas grand chose à faire. Tu l'as panier gauche-droite?
Vu que c'est un seul channel stéréo, d'abord il le fait pas d'office. Donc on va le faire. C'est juste ce qu'on aurait pu faire pour le préparer à l'avance. Ouais, les canaux sont linkés, mais voilà, il faut mettre le pan, quoi. Ouais. Il faut mettre le pan. Là on est bon, on peut aller faire notre basse. Ah, et j'ai oublié de faire un truc vraiment important là. Parce que c'est bien d'avoir fait des VCA, mais c'est de mettre quelque chose dedans, c'est encore mieux. Ah. Attention, on n'a plus que la base du coup. On lui joue avec une pédale sans amp et son son de basse est quand même assez clean. Généralement je vais pas rechercher grand chose dedans. Je préfère partir avec juste le coup de bas. Après triturer des EQ pour triturer des EQ c'est peut-être pas... C'est pas nécessaire. Normalement si les sources sonnent en allant juste enlever ce qui n'est pas nécessaire, on se rapproche assez de ce que les musiciens ont décidé de jouer. Par contre, juste on peut aller chercher. Donc là j'avais prévu dans le rack un premium parce que je disais qu'il y en avait un qui était assez cool pour... Voilà, on va remettre la batterie, voir que... Voilà, on a une basse qui est bien dedans avec, et on pourrait justement regarder ce qu'on avait dit mais qu'on n'a pas enclenché. Si on va le faire bien exagérer. Donc normalement là, on entend bien que la basse disparaît à chaque coup de kick. Ouais. En le faisant exagérer. Mais normalement on va pas l'utiliser parce que c'est vraiment au cas où. C'est comme ça que tu fais un ducker sur la musique, hein. Ouais. Tu envoies la voix sur la bande et ça diminue automatiquement. C'est un signal qui va déclencher le compresseur. On va juste... Ici on a une seule petite enceinte mono, mais je sais déjà qu'on va panner un poil de la guitare. Même chose, on verra juste le coup de basse, son son est correct. Parfois dans les salles, en fonction de la reverb, je sais qu'il va falloir aller un peu, les rendre plus agressives, plus mordantes, alors on va aller chercher dans sa gratte un truc. On pourrait aller dans le haut médium, chercher quelque part par ici. Normalement là ça fonctionne déjà comme ça. On la panne aussi déjà à l'avance. C'est vraiment léger. Hein. Normalement on peut remettre... On va aller chercher un morceau à guitare. On entend bien les queues de reverb quand on coupe le multipiste. Ouais. Et donc ouais, au fait, en final, en préparant bien sa console, quand on sait ce qu'on va faire, enfin si là on était en condition de soundcheck, ça va assez vite, on lève des faders et on a déjà un résultat qui approche de où on veut aller, quoi. Ce qui est le cas demain avec une école où on doit déjà aller très tôt, un montage rapide. C'est ça. Et disons pas 4 heures de soundcheck pour dire que les gens viennent le soir à 20h, quoi. Le premier concert est à 13h ou 11h ou... À 11h30, 11h30. Ouais. Donc là on va aller écouter un peu les claviers. Même chose, on vérifie le pan qui n'est pas fait du coup. Bon, je sais que c'est un son qui est très faible et qu'il faut jouer avec, mais voilà, il est là. Donc maintenant on va plus s'attarder sur ce qui est toujours important et ce qui est toujours... qui peut être le problème de tout le monde, dans tout mixeur, dans toutes conditions, c'est les voix. Qu'il y a toujours le copain de machin qui aura voulu entendre celui-là plus, et qu'on n'a pas, la voix n'était pas claire. Enfin, il faut la mettre à sa bonne place, mais il faut toujours qu'elle soit correcte.
On critique les mix français, Mais c'est la même chose chez tout le monde. Hein. Oui, et puis, mais au moins chez eux on n'entend rien si ce n'est la voix, donc comment ça marche. Donc là on va juste faire une légère compression pour gommer un peu l'attaque et avoir un truc plus complet. Alors les amis, je veux voir vos mains, tous vos mains, là-bas, au fond, ici devant, super. Vous êtes prêts? On part tous ensemble. S, I, X, de gauche à droite. Il est néerlandophone? Germanophone. Ouais, je vois tous vos mains, donc Donc, chaque fois toujours dans les graves. Après ça dépend de la voix du chanteur, mais souvent dans le bas médium, là il est dans le pourquoi est-ce qu'il prend le... C'est le classique entre 125, 160, 250. C'est exactement ça. 150, ouais. On va toujours aller chercher. Et souvent je le fais en 2 fois. Si vous voulez couillon grand, passer le grave pour un shelf et aller chercher le 160 assez serré avec celui-là. Et avec le low mid, aller chercher un truc un peu plus général dans le 200. Comme d'habitude, sur le réglage paramétrique, on fait gaffe de ne pas regarder l'écran, mais donc aussi de le faire vraiment En écoutant ce qu'il joue, quoi. Ouais. Ouais, ici, vu que ça fonctionne assez bien, et généralement tu vas un petit peu changer la fréquence en fonction de la voix du gars, en fonction de... Donc t'as fait un... Ouais, tu vas faire un peu gagner du temps. Bon, là j'ai préparé les DSR, mais est-ce que je vais en avoir besoin vraiment ou pas? Je vais copier les paramètres de compression aussi, on verra en fonction de comment ça va dans le tout. Et quand on fait la voix de quelqu'un d'autre, mais au moins on a quelque chose qui est déjà bien prêt. On en rajoute une deuxième. Ce qu'il faut là, on va un peu envoyer les voix dans des effets. Donc notre premier effet pour les voix c'est... C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. C'est le temps de l'amour, c'est long et si court, ça dure toujours, on s'en souvient. Voilà le reverb des voix, j'aime bien un long prédélai là-dessus. On se dit qu'à notre temps, on est le roi du monde. Et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux ce fond de ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps de... Ça reste quand même un peu trop présent. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est comme quand on fait des retours. Attends, je vais couper tout ça. Là, on voit que je descends. Et donc, je suis à moins 10. Donc, c'est encore entre moins 10, moins 5 et plus 5. C'est encore une zone où tu as, vu que ton fader est logarithmique, tu as pas mal de place pour travailler. Quand tu bouges, ça change quelque chose. Mais quand si tu retrouves dire, si à moins 50, tu as déjà trop de reverb. Ouais. Et d'ici, la distance pour faire 10 dB, elle est comme ça sur ton fader. Là, ta distance, elle est comme ça. Donc, pour aller jouer légèrement, dans ce cas-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est aller chercher son mix, baisser son envoi général. Comme ça, tu travailles plus dans cette plage-là et dans cette zone-là. Et donc, tu te retrouves avec un truc qui est quand même nettement plus confortable, où tu as plus de précision dans ce que tu fais. Ça dure toujours. Voilà, on a un peu la reverb. Les autres effets, on les utilisera après. On va muter la musique et on va aller faire ce qu'on disait, donc compresser les voix. Donc tout le compression. Là,
on va tourner ce bouton là qui est juste là, c'est super facile, hein, c'est un gain d'entrée, Françoise une réduction, Pas mal, Françoise. enfin le peak reduction et un ratio de sur quoi ça travaille, donc c'est assez. On va aller plus loin dans comment fonctionne un compresseur. C'est vraiment bizarre. Par exemple, je pense Genre quoi? Genre quoi? Les Smashing Pumpkins, en français, ça veut dire les citrouilles écrasées. C'est vrai que ça sonne mieux en anglais. Hein. Ouais. Par exemple, vous connaissez les Doors? Donc là, j'ai été mis du gain alors que c'était pas nécessaire. Juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français? Les portes, ouais, c'est vrai que ça sonne mieux en anglais. Hein. Et il y a le meilleur groupe du monde aussi, Dan. Ouais, c'est quoi? Non, j'allais dire d'être le meilleur, c'est souvent la blague. Hein. Je veux dire, on sort de l'école de son, on va écouter des mix, on va voir des concerts, puis on dit ouais, je ferai mieux. Et puis le jour où on se retrouve sur une console, là, c'est là qu'on apprend réellement. Ouais, bah après, il faut quand même avoir assez d'humilité et de savoir prendre assez le recul pour même quand on est le meilleur. Enfin, il y en a, tu vois, on va pas citer de nom, mais on connaît tous des gens qui. Des tout bons. Des tout bons, quoi. Ouais. Ou et aussi par question de choix, il y a des tout bons, on dira toujours, ouais, il n'y a rien à dire, ça sonne exagéré quand il mixe, et puis quand tu écoutes un autre qui est dans la même gamme, tu dis, ah, moi je préfère quand c'est celui-là. Ouais. Après, c'est différent parce qu'ils mixent pas tous les deux le même groupe, généralement, sauf quand c'est des A, des B, mais généralement quand tu vas voir un gros groupe en tournée, c'est leur mixeur qui fait ce son-là. Et donc, chacun va faire un travail différent, donc il faut aussi que ce soit par rapport au groupe que tu es en train d'écouter et la manière que ça correspond au gars de mixer, mais il y a plein de gens qui sont dans la même veine, qui mixent le même genre de musique, et tu préfères la touche de certains, même quand c'est trop long. Et je pense que quand tu te retrouves dans ces situations-là, où on t'engage parce qu'on pense que tu corresponds au truc, il faut quand même avoir l'humilité, le recul, de pouvoir revenir en arrière sur ce que tu fais de temps en temps, et de reconsidérer ta technique, est-ce que mes habitudes de travail sont vraiment adaptées au projet avec lequel je suis en train de travailler. Il faut se remettre en question. J'ai pas tout à fait cleané la console, il y a encore des user-defined keys qui sont utilisés, donc on va vite aller pour avoir le confort de travail. Les mettre où on veut, et ça, on va pas le faire maintenant. On peut mettre plein de trucs qui sont vraiment pas pratiques pour aller plus vite dans ce qu'on cherche. Je vais juste enlever ceux qui sont déjà mis de table délai. Tap tempo. Et on a mis sur le dernier, donc c'est le Rakuik. Okay. Ce qui est pratique, parce que souvent tu peux faire un truc pour... c'est une option qu'ils ont mis qui est vraiment cool. Quand tu vois, tu peux faire un page change, donc quand tu appuies là-dessus, ça ouvre la page de l'effet, donc là ça aura ouvert la page du délai, mais tu peux le mettre que quand tu tapes ton délai, t'as un... non, c'est pas, le pop-up c'est pas ça. C'est juste que tu vois apparaître ton tempo quand tu tapes sur la console. Ouais. Voilà, on va le mettre. Ouais. Il change. Par contre, allez dire un autre user-defined. Ouais, user-defined, je pense, c'est une erreur de ma part. Je pensais qu'ils avaient fait cette option-là où quand tu tapes ton délai, ça ouvre la page de ton délai. D'accord. Sur d'autres, ici, Yamaha, tu sais déjà faire pas mal de choses avec ça, mais sur d'autres pages, sur d'autres marques de consoles, tu peux faire des trucs, tu peux vraiment faire des lignes en fonction de ce que tu assignes. Tu te dis, ça fait telle chose au fur et à mesure. Par exemple, chez Digico, c'est les macros. Et ça, tu peux dire, quand j'appuie sur ce bouton-là, ça fait ça. Tu peux dire, quand j'appuie sur ce bouton-là, ça ouvre la page de fader, ou ça fait ça. Enfin, et là, tu peux mettre plusieurs actions sur un seul bouton, dans l'ordre avec lequel elles se font. Et ça peut, là, tu aurais pu faire, quand je tape mon délai, ça ouvre la page de mon délai. C'est ça, ok. Alerte incendie, appeler les pompiers, ouvrir le coffre. Et... Moi, j'ai jamais eu l'occasion, mais il paraît que chez SSL, là, qui ont sorti, dans les derniers à avoir été sortis des grosses consoles numériques, c'est encore plus puissant, quoi. Tu peux vraiment... Bon, déjà, quand j'ai découvert les Digico et que je commençais à regarder ce que tu pouvais faire avec les macros, parfois tu te dis, mais ok, juste pour aller mixer un groupe de rock, machin, tu peux déjà faire beaucoup de trucs. Après, tu sais que voilà, les consoles sont vendues pour faire plein de choses. Mais il paraît que donc chez Digico, je trouve que c'est déjà bien exagéré, mais alors il paraît que chez SSL, il faudrait en parler avec quelqu'un qui a l'habitude de faire de la tournée avec et tout ça, où il y a vraiment moyen de faire des trucs très très poussés.
on a déjà envoyé de la musique, on a tout qui rentre dans la console, on a tout qui sort de la console, en tout cas vers le stéréo. Ce qu'on n'a pas vérifié, c'est que notre stéréo est bien envoyé vers les matrices, mais ça on va vite le voir modulé. On a bien nos matrices qui sont là, on câblera en fonction de ce qu'on a besoin. Ben là, peut-être qu'on peut faire, c'est dire, on va peut-être prévoir d'envoyer des trucs dans les retours. Donc on sait que c'est les 1, 2, 3, 4, donc le 1 c'est le bassiste. Bon, alors là, c'est à la guise de chacun. Il y a des petits trucs qui retournent à chaque fois que tu sais par rapport à ce que les musiciens avec lesquels tu travailles ont l'attente. Quelles sont leurs attentes, tu peux facilement déjà prévoir le truc. On va écouter le mix retour en même temps. Ça, on sait ce qu'on envoie dedans. Bon, là, c'est le bassiste. Et généralement, un peu de batterie, ça fait toujours du bien. Ils ont Kicksnare, ça suffit sur des petites scènes et tout ça. Ils entendront ce qu'il faut. On va déjà aussi directement faire ce truc que je parlais de mettre les retours moins. Enfin, tu vois, pour les envois, on va déjà directement le faire. C'est jamais mal. Mais parce qu'on sait qu'en config, on ira très fort dans les retours. C'est ça, et qu'en plus, là, on est dans un truc où ça doit pas aller très fort dans les retours. Donc, tu auras un réglage beaucoup plus fin en attaquant déjà moins fort. Un peu de batterie. Kicksnare du SPD, je sais qu'il faudra en envoyer. On va mettre un morceau où il y a le SPD. Il en faut ça. Et vu qu'il joue sans ampli, il faut de la basse. Mais il en faut. Il a un guitariste à côté de lui, il entend bien l'ampli, donc on met juste le guitariste qui est de l'autre côté de la scène. Et là d'habitude je sais que tout va déjà trop fort. Voilà, le clavier qui est à côté de lui, il en faut pas. Par contre, celui-là il en faudra. On va mettre un morceau où il y a du clavier. Là, sa voix. Un peu de voix des autres. Voilà. J'ai le premier guitariste, claviériste, chanteur, ils font tous un peu de tout dans ce projet. Du kick, de la snare, de nouveau, c'est une bonne base, du SPD, on sait où on était sur l'autre, c'est plus ou moins bien pour partir de la basse. C'est toujours bien parce qu'il n'y a pas d'ampli basse sur scène. Sa guitare, un peu de la guitare de l'autre. Son clavier, un peu du clavier de l'autre, sa voix et un peu des voix des autres, pas trop. Hop. On peut le faire à l'envers aussi, sa voix. T'es sorti par quelle sortie là, de la console du coup? Là j'ai pris la sortie monitor. D'accord. Et quand tu touches à un mix, tu as une sélection de. Tu peux QA ton mix. Tu peux écouter le mix du musicien en question. Alors les amis, donc un peu du clavier, je veux voir pas Romain. trop. Son clavier, Là-bas, on a le fond ici. sa devant, guitare, super. même s'il a un ampli, il aime bien Vous toujours êtes la prêts? voix. On La part guitare tous de ensemble. haute, toujours un peu de basse, pas trop. Et Kicksnare pas trop parce que lui il est vraiment à côté de la batterie. Donc c'est plutôt du kick que de la snare. Il est là, la batterie est là par rapport à lui, donc il a la snare dans son oreille droite bien plein pot. Pas trop en mettre dans le wedge, mais ça aide toujours. Chez le batteur, comme souvent chez les batteurs, soit c'est rien, soit c'est tout. Genre du kick et c'est tout. Les cymbales, les overheads dans ce genre de conditions, ça sert à rien. On dit souvent ouais, on met pas les overheads dans les retours, je suis pas 100% d'accord avec ça. Mais et voilà. Et là on peut de nouveau passer en fonction du morceau sur les deux types de compression sur la batterie. On a des effets, des VCA, tout ce qu'il faut. Ouais. Donc on a fait notre patch d'entrée, on a fait notre patch de sortie, on a fait notre patch d'entrée d'effets, les envois d'effets, les retours d'effets, on a fait le DCA, on a fait les envois avec On a retour. fait un truc qui est vraiment... On n'aurait jamais sauvé. On n'a jamais sauvé. Il y a... ce qu'il faut normalement faire. Par exemple, justement, moi je parlais de Digicos, la première chose que je fais quand j'arrive sur la console, avant même de faire quelque config qui soit, c'est un macro qui s'appelle save. Et au fur et à mesure que tu avances, t'appuies dessus.
Donc là on est déjà prêt, bon ben juste on va éteindre la console. Avant d'éteindre la console on va peut-être muter les inputs. Que demain quand on connecte le truc, si jamais il y a quelque chose de branché avant qu'on allume la console, on n'est pas une mauvaise blague. Et on est parti pour pouvoir faire un concert demain. Enfin en tout cas faire un soundcheck beaucoup plus court avec les musiciens demain. Gagner du temps.